Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi. Toutes les semaines, nous nous questionnons et nous allons à la rencontre d'initiatives qui avancent vers un monde plus durable. Ils sont plusieurs à se lancer à l'aventure. Aujourd'hui, nous accueillons Clémentine, Philippine et Cyrielle, des étudiantes à l'origine du projet Les Champs des Femmes, qui donnent la parole aux femmes dans le milieu agricole. Bonjour à vous trois. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez créé le Champ des Femmes, Champ C-H-A-M-P. J'imagine que c'est une sorte de jeu de mots. Exactement. C'est vrai que nous, on est toutes les trois en formation en agriculture et que le projet est spécialement cadré sur l'agriculture et spécialement la place des femmes dans l'agriculture. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait ce jeu de mots pour le titre de notre projet. On avait vu dans un reportage que les femmes, pour se donner du courage quand elles travaillent dans les champs ensemble, elles chantent. Et c'est quelque chose qui nous a inspirés et qui nous a donné envie d'être inspirés par des femmes agricultrices. D'accord. Et du coup, l'origine du projet, vous, votre première envie de faire le Chant des Femmes, comment ça s'est passé ? Je pense que à l'origine, en tout cas pour ma part, à l'origine, l'envie qu'on avait déjà, c'était de parler agriculture en fait avec des gens qui ne connaissent pas le sujet. Et donc pour ça, on a rapidement eu envie de mettre en place un support photographique, parce qu'on s'est dit que c'était un support qui permettait finalement de discuter peut-être plus facilement que des articles très importants, qui ne parlent pas forcément. Et puis ensuite, l'envie de parler plus spécifiquement des femmes agricultrices est venue. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai toujours eu l'idée dans un coin de la tête de m'installer en tant qu'agricultrice un jour. Mais c'est vrai que de notre formation, on a peu d'exemples d'agricultrices ou de systèmes agricoles qui sont menés par des femmes. Et j'avais besoin de m'identifier à des agricultrices qui ont une approche qui me parle et d'avoir des modèles autour de moi. Et je pense pas être la seule dans ce cas-là. Et du coup, je me suis dit que de faire un support et pouvoir le transmettre, comme disait Philippine, c'est quelque chose que j'avais envie de partager. Donc voilà, partager des inspirations, mais aussi d'abord en trouver pour moi-même. Oui, et donc moi aussi, ce qui m'a poussée à faire ce projet, c'est peut-être le manque de représentativité que j'ai ressenti au sein de ma formation en ingénieur agronome. Et en ayant envie de m'engager pour une transition agroécologique, je trouve que c'est important que non seulement les hommes s'emparent de cette transition-là, mais aussi les femmes, et d'inspirer des femmes pour qu'elles puissent s'installer, et de parler des problématiques aussi qu'il peut y avoir quand on s'installe en tant que femme, pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Du coup, vous parlez de femmes, d'agriculture, etc. Et comme Clémentine le disait même, un besoin d'identification. Est-ce que vous aviez, avant même de commencer vos études à ce sujet, des envies de parcourir ces sujets ? Moi, je pense que c'est un sujet qu'on découvre en grandissant, en fait, parce que à partir du moment où on commence à se confronter au monde du travail, j'ai envie de dire, on commence à se rendre compte que notre statut de femme, il est parfois plus difficile à vivre que si on était des hommes, en fait, tout simplement. Et en fait, il se trouve que comme on travaille autour de l'agriculture, finalement, c'est à travers ce prisme agricole qu'on perçoit cette réalité-là. Mais je pense que c'était des sujets qu'on avait déjà en tête, en fait, avant même qu'on commence nos études, et puis qui sont tellement plus larges, en fait, que juste le milieu agricole, quoi. Mais moi, quand j'étais bien plus jeune, j'ai grandi une bonne partie de mon enfance en Afrique. Et c'est vrai que là-bas, l'agriculture est très féminisée. Donc en fait, j'avais déjà cette image en tête de la femme agricultrice. Et c'est quand je suis arrivée en formation d'ingénieur agronome que je me suis rendu compte qu'en fait, on en parlait comme d'une thématique masculine. Et je me suis dit, ah, mais en fait, en tout cas en France, ça manque de représentativité, les agricultrices. Donc voilà, c'est parti de là dans ma tête. Et pour moi aussi, en fait, j'ai toujours eu l'impression que le monde agricole, c'était quand même un monde assez masculinisé depuis que je suis petite, parce que du coup, mon grand-père est agriculteur et ma grand-mère
a toujours aidé sur la ferme en travaillant plus même que mon grand-père, mais sans avoir de reconnaissance, sans pouvoir avoir un impact décisionnel sur la ferme. Elle participait pas à la, à la gestion de la ferme. En tout cas, elle n'avait pas son mot vraiment à dire. Et du coup, ça, je pense que inconsciemment, c'est un modèle que j'avais remarqué, mais je pensais vraiment pas travailler en lien avec l'agriculture plus tard. Je n'avais pas vraiment envie, mais du coup, en arrivant à l'école, j'ai reconstaté cela, que en fait, à travers nos cours et les imaginaires qu'on avait, ou même à travers nos stages agricoles, il y avait quand même ce constat-là que ce monde agricole est un monde pas mal masculinisé, même au niveau des outils de travail, où en tout cas on a un héritage d'un modèle assez productiviste et mécanisé qui était très peu adapté pour les femmes en fait. Est-ce que c'est un sujet qui est déjà pas mal abordé ? Moi, je pense que ce sujet il est de plus en plus abordé, mais pas forcément au niveau du grand public. Et c'est pour ça que nous, on veut faire quelque chose qui est accessible même pour les gens qui sont absolument pas en formation agricole ou agronomique ou même sociologique. Donc, la parole, et il y a déjà beaucoup de projets sur ça, et ça avance bien. Mais voilà, nous, on est plus sur la partie communication au grand public au final que sur la partie recherche ou développement. Pour compléter ce que disait Clémentine, moi, c'est vrai que c'est un projet dans lequel je me suis pas mal investie en termes de bibliographie. Et en fait, j'ai été très surprise de me rendre compte que c'était une question même au sein du monde de la recherche qui n'avait pas tellement été beaucoup abordée en fait. Et j'ai l'impression que, comme elle dit, c'est une problématique dont on commence à s'emparer de manière un peu plus récente, mais historiquement, c'était pas dans les thématiques de recherche, on va dire, traditionnelles. Et en fait, quand on regarde les rares études qui ont pu être menées dans les années 70 ou 80 ou 90, on se rend compte qu'en fait, s'intéresser à la place des femmes dans les exploitations, c'est crucial parce qu'elles travaillent pas tout à fait de la même manière que les hommes, elles se posent pas tout à fait les mêmes questions que les hommes. Et derrière, il y a plein de questions qui en découlent en fait sur le fonctionnement des exploitations. Et enfin moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en fait quand j'ai fait mes recherches, de me rendre compte que on n'en parlait pas et que pourtant c'était très important pour plein de choses, quoi. Du coup, vous parlez de bibliographie. Est-ce qu'il y a eu certains livres ou films qui vous ont marqué ? Alors, un nom qui nous a peut-être inspiré un peu à l'origine, c'est Vandana Shiva, et c'est la notion aussi qu'elle porte d'écoféminisme qui nous a beaucoup intrigués au début, et au fur et à mesure des bibliographies qu'on a pu lire autour de cette thématique-là, on a été touchés et on a eu envie du coup de parler de la place des femmes dans l'agriculture. Après, on a aussi vu par la suite quelques reportages en lien avec ces problématiques-là, notamment en Amérique latine, qui nous a inspirés. Donc, c'était le documentaire Ni las mujeres ni la tierra. Dernièrement aussi, il y a eu un reportage sur la question de la transmission agricole en France, qui s'appelle Retour à la terre, qui a été accompagné d'un plateau discussion avec plusieurs spécialistes autour de la question, qui était vraiment intéressant aussi. Par rapport à votre projet, concrètement, comment ça fonctionne ? Comment partez-vous à la rencontre de ces femmes ? Alors oui, on a choisi du coup de partir à la rencontre de femmes en travaillant avec elles, à leur côté en fait, en s'imprégnant vraiment de leur quotidien. Et en passant, on s'était dit, sur la base d'un échange de woofing, c'est en fait en passant vraiment plusieurs heures par jour à travailler avec elles et partager le quotidien, partager des repas et partager des discussions. En fait, on se disait que ce serait sûrement une forme plus humaine et ce serait plus simple pour libérer la parole et pour arriver à des discussions qui nous touchent et qui nous inspirent. Et donc on était parti sur on passe 2 semaines par visite de ferme et interview avec une femme agricultrice. Donc voilà, on était parti sur cette base-là, et après c'est une base qu'on a un peu fait évoluer là au cours de
notre baroudage où en fait parfois on a décidé qu'on passerait juste une semaine. Enfin, c'est quelque chose qui évolue aussi par rapport au contexte du Covid-19 qui a pas mal évolué finalement. Enfin. Puis à voir aussi que à l'origine on partait donc au Pérou pour réaliser ce projet et que on avait choisi pour le Pérou d'éviter de passer par le réseau Woofing, et pour ça on avait noué des partenariats avec des ONG françaises et des ONG locales qui travaillaient un peu avec des fermes sur ces thématiques-là pour essayer d'aller dans des endroits en fait peut-être plus, enfin pas authentiques, mais disons des fermes peut-être plus traditionnelles que celles qui pouvaient accéder à un réseau woofing, parce que dans ces pays-là, c'est des fermes où déjà les gens savent que le woofing existe, où ils parlent anglais, donc c'était quand même un certain profil. Un autre réseau avec des associations locales. Et comme au Pérou, voilà, le fait de travailler avec des locaux, des associations locales, ils sont quand même beaucoup plus dans des réseaux différents, pas forcément agroécologiques comme celui du woofing, quoi. D'accord. Et justement, au Pérou, vous y avez quand même un peu été. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui, du coup, vous ont appris des choses, qui vous ont peut-être touché par rapport à leurs actions? Alors, avec Cyril, on est resté 1 mois et demi au Pérou, mais sur ces 1 mois et demi, il y a eu seulement 2 semaines hors confinement pendant laquelle on a pu faire des réunions avec le Senka, qui est une association de développement urbain de Lima, surtout à Lima. Et cette association nous a amené à rencontrer 2 femmes, une qui avait un projet de lombricompostage dans son quartier qui permettait une meilleure gestion des déchets et une meilleure gestion sanitaire, et une deuxième femme qui avait un projet de jardin partagé qui est maintenant bien ancré dans un quartier et qui permet aux femmes de se réapproprier l'espace public et de pouvoir se rencontrer et d'avoir des activités en dehors de leur foyer. Voilà. En fait, on se rend bien compte de votre implication dans le projet. Il y a vraiment un réel intérêt social et humain. Je pense que même en tant que personne, juste au-delà du projet, nous, ce qu'on avait envie de dire, c'est aussi des rencontres et de passer du temps avec des gens et pas simplement un entretien de 2 heures où voilà, on a le temps de se donner des données factuelles et puis finalement on n'échange rien d'un point de vue humain. Nous, le choix qu'on a fait, c'est vraiment de rester 1 semaine, 2 semaines avec les gens pour échanger davantage en fait, et puis on a vraiment la conviction que c'est en faisant, en étant à côté des gens pendant un long moment qu'on peut découvrir des problématiques en fait qu'on découvrirait même pas au cours d'un entretien, parce que soit les gens n'en parleraient pas parce qu'on se connaît pas, soit ils y penseraient même pas parce que pour eux c'est tellement naturel, c'est tellement ancré dans leur quotidien que il y a des problématiques qu'ils ne penseraient pas à développer, à verbaliser. C'était aussi cette idée d'inspirer, en fait, d'être inspiré par des femmes où, en fait, on se dit, pour être inspiré, il ne s'agit pas d'avoir une approche scientifique, il s'agit au-delà d'avoir une approche aussi, oui, sociologique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas humaine, où on peut essayer d'appréhender un petit peu la sensibilité de la personne, qu'est-ce qui la guide dans ses choix, dans sa vie, quel est son rapport aux choses, et en fait, tout ça, c'est pas des choses qu'on arrive à comprendre dès la première rencontre, où c'est vraiment en partageant un peu un quotidien et en comprenant son histoire de vie, un peu qu'on peut se laisser inspirer par les femmes qu'on a rencontrées. Et pourquoi avoir choisi le Pérou? Est-ce que vous aviez entendu des choses dessus, ou est-ce que c'est vraiment c'est peut-être un intérêt personnel, le Pérou? Alors en fait on voulait l'Amérique du Sud un peu par intérêt personnel au début, parce qu'on est toutes les trois un peu attirés par ce côté-là du globe, mais le Pérou, ça a été un peu quelque chose qui nous est apparu évident, parce qu'en fait on avait pas mal de contacts là-bas. On avait la majorité de contacts en fait au Pérou, mais au début on a pas mal débattu parce qu'on hésitait, peut-être avec l'Argentine aussi on avait quelques contacts, et peut-être observer une grande diversité de production aussi, parce que le Pérou c'est quand même assez axé cacao et café, en tout cas dans les fermes qu'on allait visiter, c'était bien axé sur ces productions là. Mais voilà, en fait, c'est vraiment au niveau des contacts, on s'est dit que c'est ce qui est le plus important. On en avait beaucoup au Pérou, c'est un pays qui, bien sûr, nous faisait rêver aussi. Et voilà. Il y a aussi le fait qu'en Amérique latine,
la place de la femme dans l'agriculture, elle est assez particulière. La place de la femme dans la société est assez particulière aussi. Et on s'est rendu compte que les thématiques de transition écologique de l'agriculture, elles étaient beaucoup portées par les femmes en Amérique latine. Et comme on est toutes les trois sensibilisées par cette transition écologique de l'agriculture, on s'est dit que c'était très intéressant de mettre en lumière la place des femmes dans cette transition. Et d'ailleurs, pour compléter ce que dit Clémentine, en fait, au tout début, on a commencé à parler de ce projet. On a lu un article scientifique qui avait été publié par des chercheurs qu'on a rencontrés par la suite, justement sur la place des femmes dans l'agroécologie dans une région du Brésil. Et ça nous a fait tilt. Après, il se trouve aussi qu'on parle espagnol, on parle pas portugais. Ça n'a pas été le Brésil, mais on a cherché autour. Et parce que c'était important pour nous aussi de pouvoir échanger librement, en fait, sans interprète, voilà, de pouvoir être dans quelque chose de naturel et de pas avoir la barrière de la langue. Par exemple, l'Asie, ça aurait été super intéressant aussi, j'en suis sûre, mais c'est déjà plus compliqué de communiquer. Donc, il y a aussi cette réalité, on va dire, pragmatique qui nous apporte vers l'Amérique du Sud. D'accord. Et par contre, du coup, à cause, j'ai envie de dire, du coup, de la crise sanitaire, vous avez dû rester en France. Vous avez pu voir des différences assez importantes entre le Pérou et la France? Oui, bien sûr. Enfin, énorme différence, ça n'a rien à voir, quoi. Disons que c'est vrai qu'en France, les femmes qu'on a pu rencontrer, avec qui on a discuté, elles nous ont moins fait part du fait qu'elles étaient dans une société ultra machiste et dangereuse pour les femmes. C'est un peu moins le cas en France, même si je pense que ça l'est et qu'il y a beaucoup de femmes qui le ressentent. Mais c'est vrai qu'en Amérique latine, c'est un sujet qui fait partie du quotidien de toutes les femmes et qu'à partir du moment où il y a un projet qui veut se mettre en place d'une femme, le fait d'être une femme peut être un handicap. Donc on a bien conscience qu'il y a un prisme dans notre étude et qu'on ne prend pas en compte tout profil de femme parce que ça nous prendrait des mois et des mois. Mais on est axé sur les quelques femmes qu'on pourra rencontrer dans quelques fermes et on les choisit en fonction de nos attirances aussi. Donc on ne fait pas du tout une étude sociologique exhaustive, mais voilà, on s'intéresse à faire quelques portraits de femmes. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, vos travaux, vos portraits de femmes, du coup? Alors on publie sur notre site internet des articles. En fait, à chaque fois, on essaie de rédiger un article qui prend 5-6 minutes de lecture avec des photos qui présentent en fait chaque femme qu'on a rencontrée et ce qui la porte dans son projet d'agricultrice, ses valeurs, tout ce qu'elle nous transmet, ses difficultés aussi parfois et ses engagements. Et ça, on essaie de les rédiger au fil des rencontres, donc sur notre site internet et sur notre page Facebook. Mais ensuite, il faut voir que ces articles sont une étape préparatoire à la réalisation d'une exposition photo qui sera là en dur. D'accord. Et j'espère faire tourner à partir d'octobre prochain. Voilà, dans plein de lieux pour justement aller au-delà d'une simple lecture. On n'est pas confronté à un public, mais justement là, par la photo, par des soirées autour de cette exposition, susciter le débat, l'échange direct en fait, et les rencontres aussi entre des gens, quoi. D'accord. En tout cas, on voit bien votre motivation et le constat que vous avez fait à travers tout ça. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses et pour avoir pris le temps de venir dans ce podcast. On attend du coup votre exposition en octobre et merci encore et au revoir. Merci pour votre intérêt. Vous avez désormais tout en main pour suivre et comprendre le projet Le Chant des Femmes. Comme elles l'ont dit, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook Paroles de Paysans. Merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous.